Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où aujourd'hui je fais découvrir un film d'horreur à Anaïs. Salut, moi c'est Anaïs et l'immobilier suscite beaucoup d'angoisse chez moi. Salut, moi c'est Marie et je le sais, c'est pour ça que ce film romantique est aussi horrifique pour Anaïs. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui s'appelle La Garçonnière en français, The Apartment en anglais, qui est un film de Billy Wilder de 1960. Anaïs, qu'est-ce que tu sais de La Garçonnière ? Je sais que ça parle d'un homme qui a une garçonnière. C'est-à-dire qu'il a un appartement qui est utilisé pour pécho. Utilisé par qui ? Par un collègue, c'est ça, ou par un ami à lui. Je crois que tu m'en avais déjà parlé en fait du film et il me semble que c'est ça. Enfin, en gros, c'est l'appartement d'un autre homme qui est utilisé ou l'appartement de quelqu'un d'autre qui est utilisé pour des rendez-vous amoureux. Et donc, j'imagine qu'il doit y avoir du quiproquo ou quelque chose comme ça. Mais à part ça, je sais pas grand-chose. Et c'est en noir et blanc ? Ouais. Tu t'attends à quel genre de film au niveau romantisme et ambiance ? Je m'attends à une comédie romantique. Tu penses que tu vas aimer ? Oui. J'ai du mal à imaginer que j'aimerais pas. Enfin, j'aime bien Billy Wilder. T'as vu quoi d'autre de lui ? J'ai vu Certain Lame Show et Sunset Boulevard et j'aime beaucoup les deux. J'adore Sunset Boulevard. Donc, je pense que ça va être très bien écrit, qu'il va y avoir de très bonnes réparties, beaucoup d'intelligence, peut-être de jeu sur les mots, par exemple. Mm-hmm. Tu penses que je vais aimer, moi ? Je suis pas sûre, honnêtement. Enfin, je sais pas. Je suis curieuse. Je pense que ce que tu as décrit, c'est-à-dire que pour moi, oui, au niveau de l'écriture, c'est vraiment un super film. Je pense que le niveau de romantisme ou de passion, c'est pas forcément un film qui représente ça pour moi, mais pour moi, c'est un petit bijou de film. Donc, je pense que tu vas aimer, oui. Mais je suis curieuse, en fait, de voir si tu vas aimer. Je pense que ça va déclencher certaines anxiétés chez toi, c'est sûr. Très bien. Toi, c'est un de tes films préférés ? Oui, c'est un des films que j'ai le plus vu. C'est considéré comme une des meilleures comédies romantiques de tous les temps. Après, ça met toujours beaucoup de pression sur un film quand on le décrit comme ça, mais c'est un film que je prends énormément de plaisir à revoir parce que pour moi, c'est très réconfortant et c'est très, très bien écrit. Donc, à chaque revisionnage, tu découvres de nouvelles répliques ou il y a un rythme qui est plus évident ou des choses comme ça et des jeux sur les mots qui te sautent aux yeux alors que tu les avais pas forcément remarqués avant. Donc, il y a ce côté très plaisant et j'adore le duo d'acteurs au cœur du film. Donc, voilà. Est-ce que c'est plus romantique que La main au collet ? C'est moins sexy, mais plus romantique. D'accord. La main au collet, c'est sexy plutôt que romantique. Moi, je trouve que c'est les deux. Mais il y a aussi le cadre, en fait, oui. qui est hyper romantique. Et là, c'est à New York ? Oui. Ok, c'est dans un appart new-yorkais. En fait, je pense aussi tout de suite à Mad Men, en fait, où il y a une garçonnière qui joue un rôle important dans Mad Men. Il y en a même plusieurs. Donc, j'imagine que Mad Men s'est sans doute inspiré un petit peu de ça aussi. Ouais, c'est possible, c'est possible. On va te faire découvrir l'affiche de l'époque et tu vas nous dire ce que t'en penses. Alors, déjà, il y a beaucoup de textes, donc c'est très représentatif de ce que j'imagine de ce film. D'accord. Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray. Movie-wise, there has never been anything like The Apartment. Love-wise, laugh-wise, or otherwise-wise. Ok, c'est marrant. Il n'y a jamais rien eu de similaire, de comparable, en termes de film, en termes d'amour, en termes de rire ou en termes de tout. Donc déjà, ça pose les bases. C'est du lourd. Et donc, on voit Jack Lemmon et Shirley MacLaine qui se tiennent par la main et sont de dos, mais ils sont tous les deux tournés vers nous et ils nous sourient d'un air complice. Et il y a une clé. Donc, ça m'en dit pas beaucoup plus que ce que je savais déjà sur le film. Est-ce qu'elle travaille pour lui ? Non. Les femmes travaillaient à cette époque ? En 1960, oui. Certaines, pas toutes. Il y a quand même pas mal de films de cette époque et de films romantiques où il y a un contexte professionnel qui intervient dans la romance. Donc, est-ce que elle travaille pour lui, c'est sa secrétaire, quelque chose comme ça ? Ah non, il va tomber sur elle alors qu'il doit utiliser l'appartement, qui n'est pas son appartement mais celui d'un ami. Et en fait, elle comptait retrouver l'ami, mais il va tomber sur elle et ils vont tomber amoureux tous les deux. Ou il va y avoir quelque chose comme ça. Il y a un quiproquo, c'est sûr, il y a un quiproquo. Super, on va aller voir La Garçonnière. It was the era of Mad Men. Watch your step. And watch your hands, Mr. Kirkby. Hello. And for lonely office drone, Bud Baxter. Baxter? Hiya, buddy boy. Who is this? The key to the top. There's a certain key floating around this office, from Kirkaby to Vanderhoff to Eichelberger to Dovish. Is the key to his apartment.
I love you, Miss Kubley. Jack Lemmon, Shut up and deal. Shirley MacLaine, Where we go, my place or yours? The Apartment. Might as well go to mine. Everybody else does. On est de retour. Anaïs, tu as enfin vu La Garçonnière, The Apartment, en VO. Et je crois que j'aurais peut-être dû te prévenir que ce n'était pas à 100% une comédie. Ouais, c'est vraiment... Je suis désolée, mais ça, c'est rasera, quoi. Vraiment, quoi. C'est Noël, en plus, quoi. Mais pourtant, tu sais que je tiens pas à Noël, mais là... Elle va faire une tentative de suicide. Non, mais c'est quoi ce film? mais mon Dieu! Mais c'est horrible! Elle va faire une overdose de soir de Noël. T'es un peu bloquée sur le sort de Noël, Anaïs. Mais c'est hyper déprimant. Ils sont tous seuls et tristes. Oui. Bah Voilà. c'est ça, hein. Bah oui. J'ai bien résumé. Bah d'ailleurs, tu vas nous faire le résumé en 30 secondes, voilà. Pour résumer, c'est un film d'horreur en quasi huis clos sur un homme prisonnier des circonstances, broyé par le capitalisme Ouais. et victimisé par la vie, qui prête son appart à ses supérieurs hiérarchiques pour que ces derniers puissent tringler en paix avec leurs multiples maîtresses. Et un jour, il tombe amoureux d'une femme tourmentée, victime d'une relation toxique, qui utilise son appartement pour essayer de mettre fin à ses jours. Et à la fin, ils jouent aux cartes ensemble. Voilà, c'est exactement ça. Il y a un peu plus sur la fin quand même, mais oui, c'est ça. C'est un film donc de Billy Wilder qui a été coécrit par Billy Wilder et E.A.L. Diamond, qui était son collaborateur aussi sur certains Lame Show et qui a coécrit d'autres films avec lui. Billy Wilder, il est connu, on l'a dit dans la première partie, il a fait certains Lame Show, il a fait Sunset Boulevard, mais il a aussi fait Sabrina, 7 ans de réflexion, Irma la douce, Assurance sur la mort. Et La Garçonnière est considérée un peu comme son chef-d'œuvre. C'est un film qui a eu 5 Oscars. Meilleur film, meilleur scénario original, meilleur réalisateur. C'est un peu le trio des grands Oscars. Et aussi meilleur montage et meilleure direction artistique pour un film en noir et blanc. Et ça apparaît sur les listes de meilleurs films de tous les temps, de l'American Film Institute, sur plusieurs listes, et aussi du magazine britannique Sight and Sound, qui fait beaucoup de listes de meilleurs films de tous les temps qui sont assez référentiels. Il est classé, tu sais à combien? Sur Sight and Sound, il est au numéro 44 des sélections des réalisateurs et au 127 des sélections des critiques. Donc c'est un film qui est quand même rentré dans la postérité, mais c'est vrai que c'est un film qui peut surprendre et surtout, je le savais, je l'avais dit avant qu'on regarde le film, c'est un film qui allait déclencher beaucoup d'anxiété chez Anaïs et ça a été le cas. C'est ton cauchemar. J'ai envie de sous-louer son appartement pour que des mecs puissent pécho. Mais il sous-loue même pas, Anaïs, c'est ça le pire, il gagne pas d'argent. Il les prête. Ouais. C'est horrible. Quel enfer. Mais pourquoi il fait ça si ça lui rapporte pas d'argent? Ça a zéro intérêt. C'est mon pire cauchemar. Je sais, j'étais sûre. C'est un film d'horreur. Mais pourquoi en fait? Enfin, juste pour avoir une promotion? Mais quelle horreur! Je sens que je vais rentrer chez moi, les voisins vont faire du bruit, c'est vraiment... c'est triggering là. Je comprends pas. À la rigueur, toi, si tu veux niquer, je te le prête, tu vois. Oh, c'est gentil. Mais pas tous les collègues. Je suis très angoissée. Mais tous les soirs, il y a des gens chez lui. Oui. Mais c'est horrible. Bon, c'est vrai qu'il est dans une situation au début où, en fait, comme tu l'as dit, plusieurs supérieurs hiérarchiques, 4 pour être précis au début, puis 5, occupent son appartement pratiquement tous les soirs de la semaine pour s'envoyer en l'air avec leur secrétaire ou leur maîtresse en général. Leurs maîtresses diverses et variées. Mais c'est horrible, vraiment. Enfin, laissez-moi être claire. On a vu, il y a quelques jours, un film dans lequel une femme se fait râper la peau de la jambe par une râpe à parmesan, par sa nièce qui est possédée. Je trouve ça préférable à ce qui se passe dans ce film. C'est vraiment horrible. En plus, ils font même pas le ménage. Genre, ils se cassent, ils ont laissé des bouteilles et des verres qui traînent. Les meufs, elles laissent leurs chouchous, leurs fossiles. C'est horrible. Bon, pour la petite histoire, l'inspiration en fait de ce scénario, ça a inspiré du film Brève rencontre que tu as vu, Ah bon que moi j'ai pas vu, de David Lean, parce que dans Brève rencontre, donc c'est l'histoire d'un adultère et ils se rencontrent dans l'appartement d'un ami à un moment. L'idée avait germé dans le cerveau de Billy Wilder à ce moment-là, puis il avait
lu une anecdote un peu plus tard sur un fait divers qui avait eu lieu dans le milieu d'Hollywood où Jennings Lang, un agent, avait une liaison avec John Bennett, une actrice. Et le mari de cette actrice, qui s'appelait Walter Wanger, qui était un producteur, les avait surpris ensemble et avait tiré sur Lang. Je crois qu'il lui avait tiré dans la jambe. Mais le couple, au moment où ils avaient été surpris ensemble, était dans l'appartement d'un des employés de Jennings Lang. Donc ça aussi, ça avait continué à germer dans l'esprit de Billy Wilder et c'est un peu là où il a formé son scénario et il s'imaginait un peu le destin de ce pauvre mec qui rentre chez lui et qui va dormir dans les draps chauds. C'est littéralement ce qu'il a dit. C'est chaud et sale. C'est dégueu. Qui ont été occupés pour les rencontres adultérines de 2 autres personnes, alors que lui n'a pas de vie sentimentale ou sexuelle. Et donc, il s'était imaginé ça. Même, franchement, même en ayant une vie sentimentale et sexuelle très riche, c'est quand même trop la loose, quoi. Ouais, mais ça souligne d'autant plus sa solitude, quoi. Disons que c'est vraiment un truc encore plus. Et même le choix de Noël sur lequel tu t'es un peu fixé, c'était voulu aussi. C'est-à-dire que c'était en contraste avec l'histoire pour justement souligner encore plus cet effet de solitude dans les 2 personnages principaux. Et la tentative de suicide, ça a été inspiré par l'histoire d'un ami d'amis de, je crois, Diamond, donc le co-scénariste, qui avait rompu avec une femme et après, plus tard dans la journée, en rentrant chez lui, il l'avait retrouvée morte, elle s'était suicidée. Et c'est ça qui a inspiré, en fait, les prémices du film. Et qui lui a donné l'idée donc de développer ce personnage de Sissy Baxter qui est un peu coincé en dehors de chez lui à cause de tous ses collègues. Mais ce qui est marrant, c'est que ce film t'a angoissé sur d'autres niveaux aussi. On va l'entendre. Non, il est un peu froid. La note de tes cauchemars. Mais ouais, c'est horrible. C'est stressant. Ouais, c'est stressant. Parce que si elle lui dit je vais au spectacle, il va comprendre qu'elle va avec son employé, et ça va mettre l'employé dans la merde. Et en même temps, si elle va dans son appartement, elle va dans l'appartement du mec. Oh là là, c'est la cata. Oh là là. Ma première réaction qu'on a entendue, c'est ce qui se passe au tout début du film, où non seulement on lui demande de laisser son appartement alors qu'il était déjà dans son lit et qu'il venait de prendre un somnifère. Et donc il dit « bah non, là vraiment ça m'embête, mais bon, ok ». Et donc il laisse son appartement et ensuite il va tout seul dans le parc, donc en plus en plein hiver, donc il a hyper froid. Et le mec, au lieu de lui laisser sa clé sous le paillasson en partant, lui laisse la mauvaise clé, parce qu'en plus, tous les mecs qui utilisent son appart sont bourrés. Et donc, il est enfermé en dehors de chez lui pendant toute la nuit. Et donc, il attrape un énorme rhume. Il va taper chez sa propriétaire à 4h du mat. Mais oui, jusqu'à 4h du mat, le pauvre. C'est horrible. Vraiment, mais quel cauchemar. Et en fait, oui, ce qui est très intéressant dans le film et qui est un des éléments qui me plaît le plus, c'est tout le commentaire sur la culture d'entreprise. Et c'est ça aussi qui me stressait dans les extraits qu'on a entendus, c'est le fait que tout ça part de l'envie de ce mec d'obtenir peut-être une promotion et de s'extirper un petit peu de la condition dans laquelle il est, même s'il dit qu'il n'est pas particulièrement ambitieux. Et ça a commencé juste parce qu'il voulait être gentil, mais tous ses patrons le font chanter en lui disant « mais j'ai donné ton nom, t'inquiète pas, tu vas avoir une promotion ». Et donc, il y a vraiment un commentaire assez rude, je trouve, sur le monde de l'entreprise et sur à quel point il est en train de se faire bouffer par tous ses supérieurs. La perspective d'une promotion, ça le motive, mais il y a aussi la peur d'être saqué aussi si il leur refuse quoi que ce soit, parce que c'est ses supérieurs hiérarchiques, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment... Ouais, c'est un vrai discours très, très critique et cynique sur le monde de l'entreprise et le capitalisme. Et d'ailleurs, on va en reparler, mais Billy Wilder est connu un peu pour son cynisme. Et c'est très présent dans ce film sur ces éléments-là. Donc, je sentais que tu n'avais pas été complètement renversée par le film. Je dois avouer que moi-même, quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais un peu surprise. Je l'ai beaucoup aimé, mais en fait, je l'ai beaucoup revu depuis et je suis vraiment tombée amoureuse du film au fil des visionnages. Et je pense vraiment que c'est un film qui gagne à être vu et revu parce que l'écriture est ciselée, qu'il y a énormément de références, que tu remarques des nouveaux trucs à chaque visionnage. Est-ce que tu as pu le revoir? Parce que je sais que c'était prévu peut-être. Et est-ce que ça a changé ton appréciation? C'était exactement la même au deuxième visionnage. Après, je pense qu'effectivement, quand c'est un film que tu revois et re-revois, moi, ça me le fait souvent avec beaucoup de films où il y a aussi une familiarité et une relation même qui se développe avec un film au fil du temps, qui fait qu'on le voit de manière beaucoup plus réconfortante. Au deuxième visionnage, non, je me suis dit la même chose qu'au premier. Je trouve que c'est très bien écrit, que je trouve ça un petit peu long, mais que c'est vraiment un film qui est très riche
plein de qualités. Vraiment, que ce soit le casting, l'écriture, la réalisation, qui est effectivement assez impressionnante. Le noir et blanc est très beau. J'étais surprise, on en a parlé tout de suite après, par l'aspect sombre du film. Même si c'est vrai que, par exemple, Sunset Boulevard, c'est aussi ça, mais ça se prête beaucoup plus au ton de ce film-là. J'ai beaucoup apprécié les décors dans le film, qui sont très texturés, en fait. Il y a beaucoup, tu vois, les murs sont très texturés, les murs du hall d'entrée qui sont en marbre. Et tout ça, c'est un truc qu'on repère vachement plus dans les films en noir et blanc, parce que justement, pour faire ressortir les choses à l'œil, il faut créer de la texture, il faut créer beaucoup de relief. Et donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé dans le film. Sur l'aspect visuel, Wilder a été très précis justement aussi sur ses directions. Par exemple, les tenues de Fran, le personnage féminin principal, il voulait vraiment pas qu'elle soit glamourisée. Il voulait qu'elle soit habillée comme une femme qui travaillerait comme opératrice d'ascenseur, s'habillerait à cette époque. Il voulait que son maquillage soit pas parfait. Il voulait aussi que l'appartement de Baxter, ils avaient visité plusieurs appartements aussi pour vraiment avoir la bonne déco et la bonne ambiance pour l'appartement. Donc il y a plein de détails comme ça qui sont vraiment très très bien construits au niveau visuel aussi. Et ça fait vrai appartement. Oui, c'est ça. Au deuxième visionnage, je pensais beaucoup à Breakfast at Tiffany's et à quel point c'était différent. Oui. Et il y a vraiment un côté très sucré en fait dans Breakfast at Tiffany's, même s'il y a une histoire de mariage forcé et tout, c'est beaucoup plus léger. Et l'appartement aussi fait plus appart de rom-com. Oui. Alors que là, on imagine vraiment le lieu qui peut être accueillant, mais qui peut être lugubre aussi, en fait. Oui, c'est ça. Il va pas aller jouer au banjo sur le rebord de sa fenêtre, très clairement. Sur l'aspect visuel aussi, tu parlais tout à l'heure du côté écrasant un peu du bureau. Quand on voit Baxter filmer à son bureau, en fait, on dirait une fourmi au milieu de centaines d'autres employés. Il y a vraiment cet effet d'immense salle et de lui perdu dans la masse. Et ça a été fait par une astuce de perspective forcée, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas autant de bureaux. Enfin, la pièce n'était pas aussi grande que ça, mais en fait, ils ont pris des plus petits bureaux, de plus en plus petits, et ils ont mis des enfants ou des personnes de petite taille. Selon les récits, ça diffère. Billy Wilder avait dit que c'était des personnes de petite taille, et alors que d'autres ont dit sur le tournage que c'était des enfants, sur les bureaux au loin pour donner cet effet de perspective. Il y a plein de trucs comme ça qui sont quand même assez remarquables et un peu révolutionnaires aussi dans le film au niveau visuel. Le plan dans le bureau avec le plafond très très bas et les néons qui sont très oppressants, c'est un des premiers trucs que j'ai remarqué et qui m'a tout de suite indiqué que ça allait quand même être assez remarquable niveau réalisation, quoi. Outre le côté visuel, ce qui est plus remarquable dans La Garçonnière, c'est vraiment l'écriture et l'écriture des personnages en particulier. Il y a 2 personnages qui sont au cœur du récit. C'est Cissy Baxter, d'abord, qui est surnommée Bud, qui est joué par Jack Lemmon. Buddy Boy. Buddy Boy, voilà. Jack Lemmon qui avait joué dans Certain Name Show l'année d'avant et qui a rejoué aussi avec Wilder dans Irma la Douce, où il a retrouvé Shirley MacLaine qui joue Fran. Et qui donc ici joue Cissy Baxter, qui est un peu un mec comme tout le monde, quoi. Enfin, c'est un mec un peu lambda et c'était justement cette caractéristique de Jack Lemmon qui était recherchée par Wilder et il a écrit le personnage en pensant à lui aussi parce qu'il voulait vraiment quelqu'un qui soit pas remarquable d'une manière ou d'une autre. T'as pensé quoi de Cissy Baxter et comment tu le décrirais en quelques mots ? C'est un gentil, en fait, et on comprend que les gens utilisent ça pour lui marcher dessus très rapidement. Parfois, sa gentillesse et son optimisme le rendent irritant au début parce que vraiment, on comprend pas qu'il se laisse autant faire. Dans certaines interactions qu'il a avec ses supérieurs hiérarchiques, tu te dis, mais c'est pas possible, en fait. Enfin, il manque un peu de vivacité aussi et de répondant. Mais oui, il est très touchant parce que c'est un personnage qui est extrêmement optimiste, sans doute idéaliste aussi, qui est très seul et qui veut pas forcément se laisser tirer vers le bas par sa solitude. Et d'ailleurs, il me rappelle beaucoup, en fait, le personnage de Meg Ryan dans You've Got Mail, où il y a cette même thématique de la solitude pendant les fêtes, et c'est aussi un personnage très quirky. Et je pense que en le voyant chez un personnage masculin, et encore plus un personnage masculin en 1960, c'est d'autant plus frappant, parce qu'il jure vraiment avec le modèle de masculinité qu'il y a autour de lui. Mais oui, il est assez attachant, mais parfois, tu as un petit peu envie de le secouer. Ce que tu dis sur le côté, tu as envie de le secouer, ou même le fait qu'il est irritant parfois, c'est aussi pour ça que Billy Wilder a choisi Jack Lemmon, parce qu'il voulait quelqu'un qui soit profondément sympathique. Parce qu'il disait, sinon, ce personnage est insupportable, en fait. C'est vrai que Jack Lemmon confère au personnage une humanité et une tendresse. On a vraiment envie d'être son ami et de le mentorer dans la vie. Jack Lemmon a un côté un peu enfantin, même dans la façon dont il joue le personnage, un peu cartoon aussi sur certains moments, par exemple, quand
il est en train de regarder la télé, il voit les noms des acteurs apparaître et qui fait oh. Je trouve que le jeu de Jack Lemmon apporte énormément. Et d'ailleurs, c'est le seul dans tout le casting, parce que Billy Wilder était très connu pour être un contrôle fric et ne veut pas vouloir que les acteurs divergent d'une seule ligne ou d'un seul mot du texte. Et Jack Lemmon était le seul à avoir le droit d'improviser un tout petit peu par moment. Mais il apporte beaucoup, je trouve, au personnage. Oui, mais en fait, il a une présence physique qui est assez remarquable et il a beaucoup d'humour physique. Oui. Tout de suite, en fait, dès le premier plan où on le découvre, il est en train de regarder sa machine à taper ou son fax ou je sais pas trop ce que c'est et de hocher la tête en même temps que le mouvement de la machine et le son de la machine. Et donc, ça fonctionne très bien avec cette analogie où tout de suite, on sent le monde de l'entreprise qui le broie totalement et qui amoindrit tous les gens de l'entreprise, mais aussi le fait que lui, il est très, très drôle et qu'il perçoit ce truc assez déprimant comme quelque chose de marrant. Et oui, il est vraiment très très bon dans plein de scènes où il est tout seul. Il a une expressivité qui rappelle beaucoup les vieux films, les films muets, etc., qui est d'ailleurs très différente de ce que fait Shirley MacLaine, mais ouais, il est excellent. On va entendre tes réactions pendant le film au personnage de Bud. C'est une bicose. Mais oui, c'est un gros bisou en fait. Il a déjà un travail en fait, et là en plus il est secrétaire pour son propre appartement, pour que les gens puissent ken. Et il se rend pas compte qu'il a genre du pouvoir sur tout son bureau. Genre au lieu d'être un gros bisu, il pourrait tous les faire chanter quoi. Non mais c'est vrai. S'ils ont tous tant besoin de lui. Oh, ouais. Il est pas fuite hein. Putain lui c'est VDM jusqu'au bout. Non, mais c'est vrai qu'il sait qui couche avec qui. Oui, il non, pourrait mais totalement, vraiment s'en servir, en fait. Oui, totalement. Mais il est trop pur. Et c'est vraiment agaçant. Non, et puis il faut se syndiquer un peu, là. Faut arrêter de se faire marcher sur les pieds. C'est vrai. Malgré tout, tu t'es un peu identifié à lui sur certains aspects. Ah ouais, carrément. C'est vraiment moi, cette personne. Le mec, il a un thermomètre dans sa manche, quoi. Oui, en fait, en tant que personne perpétuellement enrhumée, qui a des problèmes d'avortement, aussi de manière perpétuelle. Je me suis beaucoup reconnue parce que effectivement, il a un thermomètre dans sa manche et à un autre moment, il a aussi une boîte de mouchoirs carrément dans la poche de sa veste. Il est très bien équipé. Oui, et il a aussi, il y a un moment où on s'est identifiés toutes les deux, c'est quand il est en train d'ouvrir son plat, manger tout seul devant la télé. Ouais, c'est clair. Et t'as une remarque assez marrante à ce moment-là. Et du coup, la vie, c'était déjà triste en 1950 en fait. On nous a toujours dit que les plateaux repas et tout, c'était un truc des années 80, mais en fait non, c'était déjà terrible avant. C'est ça, moi je trouve ça hyper déprimant quand je me fais un plat Picard devant une série le soir toute seule, mais en fait ça fait des décennies que ça existe. Ouais. Le deuxième personnage principal, c'est Fran Kubelik, qui est joué par Shirley MacLaine. Donc Shirley MacLaine, tu vas demander si c'était elle la mère de Liza Minnelli, et c'est Judy Garland. Oui, oui. Mais en revanche, c'est la sœur de Warren Beatty. Donc c'était son premier film avec Wilder, et elle avait été nommée pour un Oscar du meilleur second rôle pour un autre film avant, mais elle n'était pas encore très très connue, c'était pas une grande star. Mais elle est devenue depuis, c'est vraiment une grande figure d'Hollywood et de ces années-là. Comment tu décrirais son personnage et qu'est-ce que tu as pensé de son personnage aussi ? Elle est très touchante, très charmante. C'est un personnage qui, pour le coup, partage beaucoup des circonstances de Baxter, mais qui a plus de répondants. Au tout début du film, quand on la rencontre pour la première fois dans l'ascenseur, elle dit qu'elle s'est coupé les cheveux sur un coup de tête parce que ses cheveux l'embêtaient. Ce qui veut dire qu'elle fait ce qu'elle a envie de faire. Et juste après, il y a un des patrons du bureau qui lui attrape les fesses, donc qui l'agresse sexuellement. Et devant tout le monde, elle le menace de lui couper la main la prochaine fois qu'il fait ça. Donc ça pose quand même un petit peu les bases. On se rend compte que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui est, comme Baxter, très optimiste, très idéaliste, qui cherche toujours à sourire et à voir les choses du bon côté, alors qu'elle a des raisons de se sentir déprimée, mais qui masque aussi une grande souffrance liée à la relation qu'elle a avec son patron, puisque donc elle va faire une tentative de suicide au milieu du film, ce qui est assez dur à voir, quoi. On comprend qu'elle a eu, elle le dit elle-même, plusieurs relations toxiques dans sa vie et elle dit qu'elle ne sait pas choisir ses hommes, mais on sent qu'elle a été la proie justement de plusieurs hommes pas très cool, dont un qui a fini en prison quand même. Ouais. Mais oui, elle a fait une tentative de suicide quand il lui donne pour Noël
Elle apprend déjà qu'il avait enchaîné les conquêtes au sein du bureau. Elle apprend ça par sa secrétaire à lui, qui est une de ses ex. Donc elle n'est pas la première, ni sûrement la dernière, et qui ne va jamais quitter sa femme pour elle. Et il lui offre, alors qu'elle lui offre un vinyle pour Noël, il lui offre en retour un billet de $100. Enfin, il lui dit, j'ai pas eu le temps, mais du coup, tiens, prends un billet, quoi. C'est atroce, c'est hyper humiliant. Mais ce que j'aime beaucoup et que je trouve remarquable avec ce personnage, c'est que justement, elle est complexe. Elle n'est pas que triste ou victime de sa relation. Elle n'est pas non plus que loufoque et souriante et marrante dans l'ascenseur. Elle est tout ça à la fois. Et quand tu la compares à beaucoup de personnages d'Audrey Hepburn ou de Marilyn Monroe dans les films de Billy Wilder, c'est fou la différence quand même. C'est une des choses que j'aime beaucoup dans ce film et on en a un peu parlé pendant le film parce que je suis pas sûre qu'on soit totalement d'accord dessus. Mais pour moi, c'est un peu tout le questionnement sur les rôles genrés que le film apporte. Il y a un questionnement sur la masculinité toxique, très clairement, parce que Sissy Baxter est écrasée par des hommes qui sont un peu des mâles alpha, qui sont un peu les Don Draper de leur époque, qui enchaînent les conquêtes et écrasent leurs subordonnés. Tandis que lui représente une masculinité beaucoup plus douce et beaucoup plus fragile et vulnérable. Et elle est un personnage très complexe et beaucoup plus complexe que ce qu'on pouvait voir à l'époque dans beaucoup de films. Mais c'est vrai que pendant le film, tu as fait une remarque à un moment sur les personnages féminins que tu trouvais clichés, les personnages féminins autres que Fran, j'imagine. Donc je me demandais un peu justement comment tu avais perçu les rôles genrés dans le film. Sur les personnages féminins clichés, en fait, la réflexion que je me suis faite concernait surtout les plans d'un soir qu'on croise dans le film. Il y en a une première qui est un clin d'œil à Marilyn Monroe, d'ailleurs. Il dit même, elle ressemble vraiment à Marilyn Monroe. Et donc, c'est une imitation, c'est-à-dire qu'elle a la même coiffure, elle parle un peu avec la même voix. Donc, il y a un vrai commentaire. Et bon, on sait que Billy Wilder aime bien faire des commentaires sur l'image de Marilyn Monroe. L'actrice qui joue porte une des robes de Marilyn de certains Lame Show, mais elle a porté à l'envers parce qu'elle n'assumait pas le décolleté. Ouais, elle a le boa et tout. Enfin, il y a vraiment un truc très évident. Et donc, tu comprends un peu aussi l'inside joke pour le public de 1960, Oui, sur l'image de Marilyn Monroe. Quand elle sort du taxi, le mec lui dit « attrape de l'argent dans ma poche pour payer le taxi ». Et tout de suite après, il lui dit « remets-le tout de suite dans ma poche ». Il est suggéré qu'elle a envie de lui voler son argent. Plus tard, il y a le personnage de Baxter qui fait une rencontre dans un bar et qui ramène la meuf chez lui. Cette meuf-là a une voix assez stridente, assez nasillarde. Elle a un accent new-yorkais très, très prononcé. Elle est un peu ingrate et elle a très clairement été castée et écrite pour être en contraste par rapport à Fran et montrer qu'il la ramène chez lui, mais qu'en vrai, c'est pas du tout par elle qu'il est intéressé et que c'est juste pour combler sa solitude. En fait, beaucoup du comique de ce personnage est issu justement de sa voix, sa manière de prononcer les mots, d'être un petit peu irritante. Et ça, je trouve que c'est une manière très sexiste d'écrire les personnages agaçants. On voit rarement ça pour des hommes, mais la voix, on sait que c'est un truc qui est souvent utilisé pour mépriser les femmes et les critiquer. Et elle, il y a vraiment ça, parce qu'au final, son personnage est plutôt marrant et attachant, mais elle est crispante à cause de cette manière-là de le jouer avec sa voix et des questions un peu incessantes. Et donc ça, je trouvais que c'était un petit peu dommage, parce que par exemple, Sheldrake, qui est un peu le méchant du film, on va pas du tout utiliser les mêmes ressorts pour le rendre, antipathique. C'est des personnages comiques dans le film, donc forcément, ça appuie beaucoup plus sur certains ressorts un peu grossiers ou caricaturaux, parce que c'est des ressorts comiques beaucoup plus évidents que d'autres moments du film qui sont un peu plus subtils. Et ça joue sur des choses qu'on voyait dans beaucoup de films à l'époque. C'est-à-dire que dans la plupart des films, je crois que dans Comment épouser un millionnaire, il y a un personnage aussi de blonde qui parle un peu avec une voix comme ça. Même Marilyn Monroe, dans beaucoup de ses films, son côté un petit peu dans Les hommes préfèrent les blondes. Elle a un côté ditzy, un peu la tête en l'air. On se rend compte au final qu'elle est beaucoup plus intelligente qu'elle n'y paraît. Ouais, ça c'est subverti dans ce film-là. Oui. Mais tous ces clichés, ils se retrouvent dans énormément de films de l'époque. Donc moi, ça me choque pas trop. Ça me fait un peu sourire. Et puis en plus, c'est vrai qu'elle a cette voix crispante, mais comme il y a l'accent new-yorkais aussi, ça participe à un truc... En fait, elle n'est pas du tout raffinée, ça c'est sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est présentée comme ça. Après, pour moi, c'est un peu les travers des films de cette époque qui me font plus sourire, mais qui me gênent pas tant que ça, parce que c'est le genre de truc que tu acceptes un peu, enfin en tout cas que j'accepte dans des films pareils. Et surtout, vu le personnage de Fran, justement, et ce qu'elle apporte, je trouve que le film est quand même bien plus avancé sur ces questions que d'autres films de l'époque. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu penses que le personnage de Fran est féministe ? C'est pas trop un terme que j'utiliserais pour la qualifier, pas parce que je pense pas qu'elle le soit.
Je trouve ça peut-être un peu trop... Réducteur. Ouais, ou caricatural par rapport à ce personnage. En fait, sa condition de femme est abordée dans les thématiques du film. Tu l'as très bien dit, la guerre des sexes, entre guillemets, est vraiment bien abordée par le film. Mais elle-même, en tant que personnage, ne dit pas grand-chose de sa condition de femme. Non, enfin, ce que je veux dire, c'est je trouve qu'à travers son personnage, il y a quand même des thèmes qui sont abordés. Déjà, comme tu le disais tout à l'heure, la main aux fesses du patron, la façon dont elle lui répond, le fait qu'elle a une sexualité qui est active depuis qu'elle est très jeune, on comprend, parce qu'on comprend qu'elle a déjà eu plusieurs histoires, dont une dans un cimetière. Son premier baiser, c'était dans un cimetière. Et elle lui dit même à un moment, c'est pas parce que je suis en uniforme que je suis une cheftaine scout. Il y a quand même quelque chose où c'est un personnage qui est assez libéré sexuellement, pour l'époque en particulier. Le film la rend pas sympathique pour autant. Au contraire, c'est le personnage le plus sympathique et le plus affirmé du film, alors que la tendance des films de cette époque, c'était plutôt de shamer les femmes qui avaient une sexualité épanouie, quoi, ou de leur faire payer leur sexualité. Pour moi, son personnage est vraiment plus complexe et bien mieux écrit que beaucoup de personnages qu'on trouve, y compris dans les films de Billy Wilder et d'autres films de l'époque. Après, je pense que, par exemple, en voyant Les hommes préfèrent les blondes, là, tout de suite, je me suis dit que c'était féministe. Alors qu'en voyant ce film-là, je me suis juste dit qu'il y avait une finesse psychologique et que c'était un personnage féminin que je trouvais très intéressant et attachant. Mais tu vois, je me suis pas forcément dit elle est révolutionnaire, quoi. Sur la masculinité, on le disait, il y a un contraste vraiment entre les personnages masculins qui entourent Bud et Bud lui-même. Il y a le personnage de Sheldrake, donc qui est l'amant de Fran. Il est joué d'ailleurs par Fred MacMurray, qui a joué le rôle principal dans Assurance sur la mort, Double Indemnity, qui est un film culte, un film noir de Billy Wilder. C'est le seul autre film qu'il a fait avec Wilder, c'est La Garçonnière. Et il avait hésité avant de le prendre à cause justement des thèmes un petit peu osés par rapport à l'époque, surtout qu'il avait un contrat avec Disney pour un autre film et il avait peur que ça lui joue des tours. Et d'ailleurs, apparemment, il y a des fans qui sont venus le voir après la diffusion du film pour lui dire que c'était un film beaucoup trop osé et que c'était scandaleux. Donc, il joue dedans ce personnage de Sheldrake qui est vraiment l'image un peu de l'homme alpha de cette époque. C'est un des plus hauts placés dans la hiérarchie de l'entreprise. Il enchaîne les conquêtes. Il a une voix très grave. Il est très affirmé. En comparaison, on a Bud qui, lui... on l'a dit plein de fois, c'est un bisu, mais c'est un bisu parce qu'il se laisse marcher dessus, mais c'est aussi quelqu'un qui est beaucoup plus délicat et vulnérable, quoi. Ce qui est intéressant pour Bud comme pour Fran, c'est que c'est des personnages qui refusent, consciemment ou pas, d'entrer dans le modèle dominant qui a été mis en place par leur entreprise. L'infidélité est généralisée dans le film et il y a même cette scène de fête du bureau où il y a des gens qui sont en train de se rouler des pelles à tous les coins du bureau et ça aussi, ça rappelle beaucoup Mad Men et le côté un petit peu déjanté et outrancier des fêtes de l'époque, parce que nous, franchement, si à ta soirée de bureau, tout le monde se roule des pelles, ça va pas, ouais. Ce serait très choquant. Là, il y a même une meuf qui fait un striptease sur une table, c'est assez frappant. Et lui, au contraire, il y a un moment, il y a une très bonne réplique où Sheldrake, justement, lui dit « Mais vous trouvez ça juste, vous, que ma maîtresse me demande de quitter ma femme ?» Et il y a Bud qui lui dit « Bah non, au contraire, c'est très injuste, surtout pour votre femme. » Et en fait, il est totalement en opposition avec effectivement ce modèle dominant qui veut qu'on essaye de coucher avec le plus de femmes possible, qu'on soit dans la bravade permanente. Et ce que je trouve intéressant et un peu difficile pour le spectateur dans le film, c'est que plus il gravit les échelons, plus justement il commence à rentrer dans ce moule-là aussi. Il commence à se vanter auprès de Fran. Il lui dit « Non, mais vous savez, maintenant j'ai de l'influence dans le bureau. Vous voulez qu'il se passe quelque chose? Vous inquiétez pas, je vais faire en sorte que ça se produise. » Plus tard, quand Fran est retrouvé dans son appartement, il laisse croire à plusieurs personnes que c'est sa maîtresse. Il profite de sa situation à elle pour se la péter en disant que... Moi, je le lis pas exactement comme ça, ce moment, mais... Après, il veut sans doute aussi la protéger. Et protéger Sheldrake, surtout, je pense. Ouais, mais on sent qu'il a une fierté à dire que, voilà, que cette jolie femme qui est inconsciente dans son appartement est sa maîtresse. Et donc, on sent qu'il est tiraillé par entre qui il est vraiment
et ce qu'on lui dit qu'il devrait être. Oui, il essaie de rentrer dans le moule à plusieurs moments, et puis même quand il ramène la femme avec la voix crispante, il lui dit tu sais pas à qui t'as affaire, Oui, voilà. je suis un lover, machin, parce que Je suis une machine à sexe. je suis une machine à sexe, parce que il a cette réputation auprès de ses voisins, parce que ses voisins entendent juste les allées et venues dans son appartement et les nombreuses conquêtes qui doivent crier à l'orgasme tous les soirs. Donc il se demande un peu ce qui se passe. Même son voisin est médecin et veut qu'il donne son corps à la science quand il mourra, parce qu'il veut étudier son corps pour savoir comment il a une endurance pareille. Donc il joue un peu là-dessus, et c'est vrai qu'en fait on sent qu'il aimerait bien au fond être un peu plus comme ces hommes, mais que c'est pas sa nature, quoi. Ouais, et c'est d'autant plus jouissif du coup quand la fin arrive et qu'il rejette ce modèle-là alors qu'il a enfin fini par l'obtenir. Il se rend compte que c'est pas fait pour lui, mais c'est vrai que ça peut créer une crispation au fil du film parce qu'on a envie d'être de son côté, mais il fait 2-3 trucs qui sont un petit peu moches parce qu'il veut quand même rentrer dans ce moule-là. Une fois qu'il a son bureau, il est hyper content. Et en même temps, on comprend, enfin, on est tiraillé comme lui, on se dit, bah, c'est vrai que ça doit être quand même vachement plus sympa d'avoir son bureau seul avec évidemment. une vue sur Manhattan que d'être dans la foule avec les autres travailleurs. Et effectivement, j'aime bien l'espèce de double discours, enfin, le discours qu'il y a sur les hommes et les femmes de cette époque, où en fait, ils sont tous les deux, ces deux personnages principaux, prisonniers de leurs conditions. Et chacun est prisonnier d'une condition qui est très différente et très genrée, mais au final, le résultat est le même. Et pour moi, je pense que c'est vraiment un film sur le fait qu'on n'est pas obligé d'accepter de se faire maltraiter, puisque les deux, en fait, sont vraiment maltraités par leur supérieur hiérarchique, et à un moment, ils décident que ça suffit. Ouais, et la voix un peu de la morale dans le film, au final, c'est les voisins, c'est les Dreyfus. Et il y a le docteur Dreyfus qui lui dit, et c'est la phrase qui va le guider à la fin, c'est « be a mensch », donc soit un mensch. Un mensch en yiddish, ça veut dire un homme, mais ça veut dire un être humain, quelqu'un qui fait du bien, quoi. Le docteur Dreyfus vit avec sa femme, et c'est un couple d'Ashkénazes qui ont un accent assez prononcé yiddish. Et donc, la femme, en plus, elle est marrante parce qu'elle a plein d'expressions yiddish qui ponctuent son dialogue en anglais. Mais lui, on sent que c'est un mec beaucoup plus droit et moral qui, justement, est fidèle à sa femme et a des valeurs beaucoup plus honnêtes. Et il sert un peu de boussole dans le film, à Bud y compris, vu que c'est ça que Bud dit à la fin, en fait, quand il démissionne, quoi. Et d'ailleurs, la femme du médecin, pour le coup, si on parle du féminisme du film, elle a un discours très men are trash, Ouais. avec Fran quand elle vient s'occuper d'elle, puisqu'elle pense que donc Fran est la petite amie de Baxter à ce moment-là, et elle lui dit non mais c'est un bon à rien, tu vas pas te mettre dans tous ces états pour lui, tu mérites mieux que ça, trouve-toi un veuf. Donc ça, j'avoue que ça m'a beaucoup plu. Ouais. On parle beaucoup de ce film comme d'une comédie romantique. En tout cas, c'est dans ce genre qu'il est souvent classé, et y compris Grosse erreur. Ouais, y compris dans les classements de l'AFI ou des choses comme ça. Tu as vite fait la remarque que ce n'était pas exactement ça. On va t'entendre. C'est traumatisant. C'est une rom-com. Ouais. Pour l'instant, c'est ni rom ni com. Oui, il y a un peu de rom parfois. Ouais. Et un peu de com aussi. Moi, j'en ai enregistrement, je t'ai entendu rien. C'est un drame déprimant. Un dradep. Mais en fait, c'est ce que j'adore avec ce film, et je trouve c'est tout le brio du film, et je trouve que c'est ce qui fait toute sa modernité, parce que souvent à l'époque, tu avais des gros drames ou des comédies qui étaient un peu avant, quelques années avant, c'était carrément des slapsticks ou des choses comme ça, des comédies loufoques. Mais là, même dans les moments les plus dramatiques, tu as toujours des moments comiques qui viennent ponctuer ça. Évidemment, la tentative de suicide de Fran est très déprimante, triste, et enfin, c'est un moment qui est lourd, quoi. Mais juste après, une fois qu'elle s'est un peu rétablie, Bud lui raconte sa propre tentative de suicide, et c'est une scène comique, en fait. Il lui raconte qu'il a voulu se tirer une balle, mais qu'il savait pas où la mettre, et qu'il a fini par se tirer une balle dans le genou sans faire exprès. Et on va l'entendre, ça t'a fait réagir d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est une histoire qui devrait être très sombre, mais qui est tournée au comique à ce moment-là. I went through exactly the same thing myself. You did? Yeah, well, maybe not exactly the same. I tried to do it with a gun. Over a girl? Worse than that, it was the wife of my best friend. And I was mad about her. But I knew it was hopeless, and I decided to end it all. I went to a pawn shop, and I bought a .45 automatic, and I drove up to Eden Park. You know Cincinnati? No, I don't. Well, anyway, I parked the car, and I loaded that gun. You read in the papers all the time that people shoot themselves? Believe me, it's not that easy. J'ai jamais vu quelqu'un raconter une tentative de suicide avec autant d'enthousiasme. Comment est-ce que tu décrirais le ton du film, toi ? C'est une comédie dramatique, plus qu'une comédie romantique.
Je pense que grâce à Jack Lemmon, on a quand même cet élément de comédie physique qui est très, très présent dans le film. Et c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé et beaucoup souri en le regardant. Et il y a beaucoup de très bonnes répliques, en fait, de répliques qui m'ont vraiment fait rire, haha. Après, ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sombre et surtout, je pense que je m'attendais juste à plus de légèreté parce que, encore une fois, Breakfast at Tiffany's, il y a aussi des trucs un petit peu plus sombres dans l'histoire, mais c'est globalement hyper léger, hyper lumineux. C'est vraiment un truc qui se consomme, voilà, on va dire. Oui, c'est un bonbon, quoi. Ouais, alors que là, on n'est pas du tout sur le même mode et c'est pas non plus, je sais pas, Singing in the Rain, quoi. C'est quand même un commentaire sur, sur le capitalisme et sur, enfin, tu vois, des amours déchus. C'est pas très joyeux. Il y avait des critiques qui avaient dit que Wilder essayait de critiquer la société occidentale et le capitalisme. C'était des critiques en plus un peu téléguidées vu que c'était un immigré juif dans ces années-là aux États-Unis et on sait, enfin avec la chasse aux sorcières ou des choses comme ça. Enfin, c'est quand même très lourd quand tu fais ce genre d'attaque. Et lui avait dit que pour lui, ce genre de dynamique, tu les retrouves dans n'importe quelle société et que quelqu'un peut se faire écraser dans n'importe quelle société par ses supérieurs hiérarchiques ou les gens qui l'entourent. Ce qui est remarquable chez Wilder, et c'est ce qui a toujours été commenté dans son style, c'est qu'il est connu pour son cynisme sur la nature humaine. Il y en a beaucoup qui ont dit que Diamond, justement, avec qui il a coécrit, a un peu modéré ça dans ce film et a apporté un petit peu plus une vision un peu plus rose par moment. Toi, est-ce que tu penses que le film est cynique ? Je pense pas qu'il soit cynique. Je pense qu'il est mordant et qu'il a un vrai point de vue. Et moi, j'apprécie ça, en fait. Justement, voir une histoire qui est une histoire romantique, même si je la trouve pas particulièrement romantique. Mais bon, c'est l'objet principal du film, c'est quand même ça. C'est la relation entre ces deux personnes. Mais tout autour de ça, il y a un contexte sur lequel il y a un vrai propos. Et c'est fait effectivement de manière assez marrante, mais aussi très observatrice, très fine. Il y a une blague récurrente dans le film où ils n'arrêtent pas de dire wise à la fin des mots. Donc, c'était même sur le poster que je t'avais montré. Qu'on pourrait traduire par en ce qui concerne, et donc ils disent tout le temps en ce qui concerne octobre, en ce qui concerne les projections, en ce qui concerne gna gna gna. En fait, c'est un supérieur hiérarchique qui parle comme ça et Bud, qui voudrait s'intégrer justement à ce monde, a repris ce tic de langage pour lui-même, quoi. Ouais, et ça donne lieu à des jeux de mots qui sont pas mal, ou une espèce de rythme dans le scénario où à un moment il lui dit qu'il la trouve super en ce qui concerne son attitude globale, mais aussi en ce qui concerne tout. Et après, plus tard, elle lui dit quelque chose wise et il lui dit that would be very wise, puisque ça veut aussi dire sage. Il y a un jeu là-dessus qui est vraiment bien trouvé, et même si c'est pas du tout un langage corporate qu'on pourrait retrouver par exemple aujourd'hui, on comprend très bien l'intention qu'on va voir dans des films actuels qui se moquent un petit peu du langage corpo, des néologismes. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Et ouais, moi je trouve que c'est une qualité du film en fait d'avoir ce discours-là autour de cette histoire d'amour. Ouais, je trouve pas ça forcément cynique. Enfin, je sais pas, toi, tu trouves ça cynique ? En fait, moi, je trouve ça réaliste. Ouais, exactement. Je trouve ça hyper réaliste. Et d'ailleurs, lui-même, quand on lui reprochait son cynisme, disait qu'il voyait La Garçonnière. Wilder disait que c'était ni une comédie, ni un drame, mais un morceau de vie très naturaliste. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment ça. Ouais. Et c'est ce que j'adore dans ce film, quoi. Et encore une fois, ça rappelle vachement You've Got Mail aussi. Et au final, il y avait ce côté juste tranche de vie. Oui, après, d'un certain lieu, d'une certaine époque. Ouais, totalement. Après, un peu plus rose bonbon quand même dans You've Got Mail, quoi. Mais oui, totalement. Il y a le côté, de façon, on va en parler, mais Nora Ephron a été très influencée par Wilder, très clairement. Et au niveau de l'écriture, ce que tu disais, ce qui est... je regardais une vidéo qui est très bien sur l'écriture de Wilder, enfin, en quoi The Apartment reflète un peu les techniques d'écriture de Wilder. Et c'est vrai qu'en fait, chaque personnage a son propre rythme. La femme du docteur, on l'a dit, elle a beaucoup de catchphrases et beaucoup de mots en yiddish aussi. Il y a le supérieur hiérarchique qui parle tout le temps en wise et tout ça, et ça devient une blague récurrente. Et chacun a un peu son rythme. Il y a aussi celle qui a la voix un peu grinçante et qui parle de façon très new-yorkaise, quoi. C'est vraiment un tableau qui est hyper réaliste et vif grâce à ça aussi, parce que chaque personnage est ciselé. Même des personnages qui apparaissent que très rapidement. Il y a une opératrice de téléphone dans la compagnie qui est la maîtresse d'un des patrons. Et si on regarde tous ces dialogues, en fait, elle a un rythme de dialogue qui est bien à elle et qui est très spécifique. Et à chaque fois, elle parle un peu de la même façon, sans que ce soit caricatural ou quoi que ce soit, mais ça apporte vraiment quelque chose parce qu'on a l'impression que chaque personnage est brossé de façon très complète. Et c'est vrai que pour moi, le film, c'est pas cynique, c'est juste, c'est objectif, quoi. Oui, non, c'est ça. Et après, je pense que oui, faire une histoire d'amour
qui comporte une tentative de suicide au milieu. Je pense que c'est peut-être ça plus ce qui peut déranger certaines personnes, c'est que c'est un film romantique qui n'est pas extrêmement romantique. En tout cas, à mes yeux, il ne l'est pas beaucoup. C'était surprenant aussi pour le public de l'époque. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'habitude de ce genre de ton, je pense, toujours dans les films, quoi. Donc, mais on va passer justement à l'aspect romantique du film. Parce que je l'ai mis dans cette sélection quand même de films romantiques, parce que c'est censé être un film romantique. Je le défends comme une histoire romantique parce que c'est deux âmes seules qui se retrouvent et qui finissent ensemble. Mais c'est vrai qu'on peut se demander si c'est vraiment un film romantique. Et toi, apparemment, t'as pas trouvé ça très, très romantique. Je vois exactement ce que tu lui trouves justement sur tous les parallèles qu'il y a entre ces deux personnages. C'est très joli qu'ils arrivent à se trouver et qu'ils sont un peu seuls contre tous. En fait, ils sont en décalage avec le reste du monde et ils se trouvent tous les deux et ils se comprennent très bien. Mais il n'y a pas énormément de scènes qui me rendent gaga ou qui me donnent cette espèce d'euphorie que j'ai devant des scènes romantiques, parce que justement c'est tellement ancré dans quelque chose de réaliste et de sombre que je m'envole pas forcément. Et je pense que moi, ce que j'aime dans les scènes et les films romantiques que je regarde et que j'apprécie, c'est justement que j'oublie tout le reste et que je m'envole dans un truc qui est plus du tout connecté à la réalité. Je sais que la réalité, c'est pas ça. La réalité de l'amour, des relations, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. Dans ce film, avec ces personnages, je veux y croire. Et en fait, ce film, à aucun moment, te propose une vision édulcorée ou romantique de l'amour. Il te propose une vision qui est beaucoup plus réaliste et assez brève, en fait. Et donc, moi, ça me transporte pas. C'est marrant parce que tu avais dit un truc sur Jerry Maguire qui, pour moi, est très, très vrai dans ce film. Tu avais dit que c'était un film sur certaines scènes très mature, sur sa vision de l'amour. Et d'ailleurs, Cameron Crowe a écrit un livre sur Billy Wilder. C'est un énorme fan de Billy Wilder. Et il a dit lui-même qu'il avait été influencé par La Garçonnière quand il a écrit Jerry Maguire. Moi, j'avoue que je vois pas énormément l'affiliation, mais je la vois sur cet élément-là qui est que l'histoire d'amour dans La Garçonnière, pour moi, c'est une histoire d'amour qui est très mature parce que justement, elle n'est pas du tout idéalisée. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas cet envolé romantique que moi aussi j'adore dans la plupart de mes films romantiques préférés. Mais il y a quelque chose que je trouve très émouvant, surtout, je pense, en avançant avec l'âge. Non, mais c'est vrai, parce que ce film... Non, mais ce film, je l'ai découvert à la vingtaine et il me suit depuis des années. Le fait que Fran, qui a eu tendance à se laisser emporter dans des relations toxiques mais passionnées, on le comprend, avec des hommes qui n'étaient pas bons pour elle, au final, comprend qu'en fait, ce qui est bon pour elle, c'est d'être avec quelqu'un comme Bud et de se tourner vers lui et qu'ils se retrouvent les deux à la fin, pas dans un moment justement d'envolée lyrique ou quoi que ce soit, mais dans un moment qui est très prosaïque, c'est-à-dire qu'il joue aux cartes. Lui est très romantique, il la regarde, il lui dit « je t'aime » et elle lui répond « Shut up and deal. tais-toi et distribue les cartes ». Je trouve ça tellement réaliste que ça devient très beau et émouvant pour moi parce que je trouve que c'est on voit rarement des histoires d'amour en fait comme ça, je trouve, à l'écran. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez salvateur à voir un scénario aussi joli et réconfortant, sans justement avoir l'aspect complètement déconnecté de la réalité qu'on a d'habitude dans les films romantiques, quoi. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé dans d'autres films romantiques. Pour moi, dans celui-là, tu parles de la fin et en fait, ça veut tout dire. C'est-à-dire que pour moi, à la fin, lui, il est fou d'elle et elle n'est pas amoureuse de lui. Et donc, il y a une asymétrie qui est très mature et réaliste. Et donc, je comprends l'affiliation avec Jerry Maguire. Mais du coup, exactement de la même manière que Jerry Maguire, ça m'intéresse pas tant que ça d'un point de vue romantique. Moi non plus, je suis d'accord. Ça me sort pas de la vie réelle, quoi. Et c'est très beau, effectivement, qu'elle soit plus mature, qu'elle se dise qu'il faut pas se lancer du jour au lendemain dans une nouvelle relation. Par contre, imaginez qu'elle devrait se mettre avec quelqu'un qui la renverse pas totalement juste parce qu'il est plus safe. C'est aussi un peu triste, quoi. On peut l'interpréter comme ça, mais on peut aussi penser, parce qu'il y a d'autres éléments, c'est-à-dire qu'elle n'est pas folle amoureuse de lui, mais je pense qu'elle a énormément de tendresse et d'affection pour lui et qu'elle est sur le chemin d'être amoureuse de lui. En fait, je pense que c'est quelque chose qui va grandir. Après, je projette parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après. Déjà, elle a une énorme affection pour lui. Elle l'embrasse sur le front à la fin quand elle part de son appartement après que son beau-frère lui ait foutu un poing dans la tronche à lui. On sent qu'elle est très attendrie, en fait, et qu'elle est émue aussi par sa gentillesse et par le fait qu'il lui accorde une importance et lui accorde du temps et de l'affection et du réconfort, alors que tous les hommes de sa vie lui ont jamais offert ça.
Au final, elle a ce qu'elle veut, c'est-à-dire que Sheldrake n'est plus avec sa femme, il est avec elle, donc elle pourrait poursuivre sa relation avec lui, avec quelqu'un qui la passionne beaucoup plus. Mais c'est le moment où elle apprend de Sheldrake que Bud a démissionné, a refusé en fait de lui prêter son appartement une nouvelle fois, et qu'il a dit qu'il ne voulait surtout pas que ce soit elle en particulier qui aille dans son appartement avec Sheldrake, que là, on sent qu'il y a un déclic où elle a envie de le rejoindre. Et pour moi, en fait, c'est aussi... il a gagné en estime à ses yeux en justement s'assumant lui-même. Il arrive à un niveau qui lui plaît beaucoup plus, où elle peut se projeter avec lui, quoi. Je suis d'accord avec tout ça, mais... Oui, ça t'a pas ému, quoi. Enfin, ça t'a pas transporté. J'ai pas trouvé ça très romantique en fait. Et il y a vraiment qu'une ou deux scènes qui m'ont évoqué un petit romantisme. Enfin, parce que ça vient toucher à des fantasmes aussi. C'est-à-dire qu'on a quand même une demoiselle en détresse dans son appartement et il va la sauver, etc. Et donc le lendemain, enfin une fois qu'elle va mieux, il est en train de prendre soin d'elle dans l'appartement le lendemain de Noël. C'est hyper cosy et elle est sous la couette en train de discuter avec lui et il joue aux cartes et ça crée une intimité très forte alors qu'ils se connaissaient que comme collègues juste avant. Ça, c'est un truc, je pense, qui vient toucher à un fantasme que plein de gens ont déjà eu avec un collègue de bureau où tu dis « Ah, si je pouvais me retrouver, tu vois, d'une manière ou d'une autre, bloqué, je sais pas, par la neige ou un truc comme ça. » Donc ça, j'ai bien aimé. Ils sont trop choupis tous les deux. Je suis dans leur team. Bah oui. Je veux qu'ils y arrivent tous les deux. Ça, c'est romantique. C'est deux âmes esselées, je trouve. Bah oui, et puis il doit s'occuper d'elle et elle est dans son appartement, c'est en nuisette, c'est très pratique quand même. Le seul truc que je voulais dire que j'aime beaucoup aussi sur la maturité du film, c'est aussi que c'est un rare film où il n'y a pas de rapprochement physique entre eux et il n'y a pas l'espèce de baiser de conclusion ou de demande en mariage de conclusion. Et ça m'a fait penser à Chungking Express aussi sur le côté ambigu. Ambigu, non résolu de la fin et où aussi ils se sont pas encore vraiment trouvés. Ils sont sur le point de se trouver au moment où le film se termine. Et Billy Wilder, en parlant du film, a dit aussi que on n'est pas sûr qu'ils vont finir ensemble. Mais c'est pas grave, en fait, ils se sont trouvés aussi dans ce moment-là et ils ont trouvé, c'est un peu comme si c'était deux naufragés qui trouvaient, tu vois, dans le côté hyper déshumanisant de Manhattan à cette époque, qui ont trouvé une autre âme sœur, mais pas d'un point de vue ultra romantique, mais au moins d'un point de vue de réconfort personnel, quoi. On l'a dit, il y a vraiment un mélange de tons, il y a une écriture qui est très vive. C'est vrai que c'est un film qui est très moderne pour l'époque, mais qui a très bien vieilli aussi aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu as fait la réflexion à plusieurs reprises sur la modernité du film. C'est très moderne. C'est un peu le Pulp Fiction de l'époque, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est fou quand tu penses que c'est en 1960 quand même, enfin, tu vois, au niveau de ce qui se passe dans ce film, quoi. C'est vrai que sur les thèmes, il y a vraiment, je le disais tout à l'heure, Fred MacMurray avait eu cette réflexion sur le fait que des fans lui avaient dit que c'était un peu trop dirty, quoi. Mais il y a le côté adultère. Surtout à l'époque, il y avait un code qui s'appelait le code Hays, qui était un code de censure qui était en place depuis les années 30 à Hollywood, qui a disparu seulement à la fin des années 60, et qui était là pour s'assurer que Hollywood n'avait pas une influence morale négative sur les États-Unis et sur le public américain. Et Billy Wilder avait eu l'idée de ce scénario bien plus tôt que 1959, au moment où il a commencé à filmer, mais il avait compris que ça passerait pas, en fait. Et quand il a fait le scénario, ça commençait à être déjà beaucoup plus lax au niveau des règles. Déjà, il avait vu avec certains lame shows aussi. Et donc, il a décidé de le lancer à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a plein de thèmes où tu te dis, pour l'époque, c'est quand même fou d'explorer ça. On retrouve la plupart de ces thèmes dans une série beaucoup plus récente qui a été très influencée par La Garçonnière. Le créateur de la série l'a dit, c'est Mad Men. Tu as fait la réflexion pendant le visionnage. Et Mad Men, c'est genre à 75% inspiré de ce film. Oui, c'est ça. Hein. Tout ce dont on a déjà parlé sur les rôles genrés, c'est une des plus grosses thématiques de Mad Men, sur la toxicité de la masculinité de l'époque et aussi la manière dont la vie de bureau à l'époque ressemblait pas trop à la nôtre aujourd'hui, où il se tapait beaucoup de meufs dans les bureaux et aussi beaucoup de substances. Mais pour moi, certains des passages les plus marquants de Mad Men sont dans des garçonnières, en fait, dans des bachelor pads dans lesquels se retrouve déjà Don entre ses deux mariages
mariage, il se prend un appart à Manhattan alors que tous les hommes mariés de la série à cette époque étaient en banlieue de New York, ils prenaient le train. D'ailleurs, Sheldrake vit en banlieue, il est à White Plains, donc il est... Exactement, ils étaient dans les grandes maisons, dans les banlieues pavillonnaires, et quand Don se retrouve célibataire, il prend un appart à Manhattan et il y ramène un peu toutes ses conquêtes. Et ensuite, il y a Pete qui fait la même chose plus tard dans la série. Et c'est souvent des scènes qui sont assez déprimantes. C'est des apparts qui sont un petit peu lugubres aussi, qui sont très petits, un petit peu vétustes par rapport aux immenses baraques qu'on voit dans la série de tous les personnages qui sont mariés. Et donc forcément, là, ça saute aux yeux tout de suite. Et c'est vrai que j'ai l'impression de parler de Mad Men dans tous les podcasts qu'on fait, mais c'est tellement, même pour nous, en fait, je pense que c'est une énorme influence dans totalement. notre vie. Et là, c'était un bonheur de voir une œuvre qui a tant de filiation avec une de mes séries préférées. Ouais, et qui est de cette époque, en fait. Et Matthew Weiner a vraiment dit que ça avait été une inspiration et ça se sent dans tout le film, c'est sûr. D'ailleurs, je pense que c'est dans le pilote de Mad Men où il y a l'arrivée de Peggy, la secrétaire, dans le bureau, et c'est à travers son regard à elle qu'on découvre le bureau de Mad Men. Il y a un plan très similaire avec les néons très bas de justement toutes ces travailleuses qui sont dans le hall en train de taper sur la machine à écrire alors que les hommes, eux, sont derrière dans les grands bureaux avec des grandes fenêtres. Les opératrices de téléphone aussi, t'as la même disposition. Ouais. Dans les ascenseurs où t'es la seule femme entourée d'hommes et ils te font des remarques un peu salaces, on retrouve beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Et les opérateurs d'ascenseurs dans Mad Men qui sont aussi souvent assez dénigrés. Donc c'était assez fou de voir une référence aussi claire que je connaissais pas avant. C'est un film qui a eu énormément d'influence. On a parlé de Jerry Maguire, on a mentionné aussi vite fait Nora Ephron, mais je voulais dire, parce qu'on a parlé de You've Got Mail, mais il y a un film en particulier qui a repris la fin de La Garçonnière, c'est Quand Harry rencontre Sally, où à la fin de Quand Harry rencontre Sally, le personnage de Harry, et c'est le soir du Nouvel An comme dans La Garçonnière, se rend compte qu'il veut être avec Sally au moment du coup de minuit, quoi. Et court dans les rues de New York pour la rejoindre. Et là, en fait, on a exactement le même plan, sauf que c'est inversé. C'est Fran qui court dans les rues de New York pour rejoindre Bud et qui abandonne la soirée dans laquelle elle était pour le retrouver. Et c'est même pas un clin d'œil, c'est carrément... Oui, c'est un hommage très ouvert. Mais bon, Quand Harry rencontre Sally est beaucoup plus Rome et beaucoup plus comme. L'électrocardiogramme, il est bas pour toi, j'ai l'impression. Ouais, franchement, je pense que c'est 2. Ok. Et si on parle pas du côté romantique, comment tu situes ce film par rapport aux autres que je t'ai montrés ? Je l'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que, disons, dans le thème de cette saison, je trouve que c'est pas du tout un des plus romantiques ou de ceux qui m'ont le plus fait chavirer. Par contre, c'est évidemment un très grand film et ça se voit tout de suite, en fait. Enfin, on en a parlé, que ce soit les performances, l'écriture, la mise en scène, le montage, le décor, absolument tout y est. Donc, je pense que c'est un film que je suis très, très contente d'avoir enfin vu parce que c'est vrai qu'il était sur la liste des films que je devais voir depuis longtemps. Donc, ouais, je l'aime bien. Mais je pense pas que, tu vois, si je fais mon top 5 à la fin de la saison, je sais pas s'il sera dessus. C'est marrant quand même, parce qu'au final, t'es beaucoup plus sur les films anglais en costume. C'est clair. Qui l'eût cru que les films... parce que moi, c'est vraiment mes deux genres préférés, c'est les films new-yorkais où on parle beaucoup et les films anglais en costume, quoi. C'était Amis. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Si vous voulez voir ou revoir La Garçonnière, le film est disponible à la location sur Amazon et peut-être sur Canal aussi. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, Anaïs va me faire découvrir Evil Dead 2 et Evil Dead Rise. Ouais. Voilà. Si vous découvrez ou redécouvrez ces classiques du cinéma en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On lit tous vos commentaires et on adore ça. Et ça permet aussi d'offrir une visibilité au podcast pour de nouvelles personnes qui pourraient le découvrir. N'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries, en ce moment Succession, semaine après semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Musique Victor Benamou. Elle aussi, c'est un peu en plus. Je la comprends. Bah oui, mais bon. 51 West 67. Non, moi je la comprends pas d'être amoureuse de ce vieux mec dégueulasse. Oui, non, c'est sûr. Voilà, des vieilles choses. Ouais, peut-être qu'il a une arme à vide. C'est vrai.
c'est peut-être honnêtement l'élément le plus dur du film à voir avec la tentative de suicide. C'est vraiment la toxicité de sa relation Avec Sheldrake. avec Sheldrake. Ah oui, quoi. C'est vraiment clairement. atroce. Tu m'as fait beaucoup rire pendant une scène clé où en fait Bud comprend que Fran est la maîtresse de Sheldrake, qui donc vient chez lui toutes les semaines alors Ah qu'il oui. n'est pas là. Tu étais très investi. Oh no! Et pour finir, ton énervement envers les hommes, les ce supérieurs film. hiérarchiques de ce film était vraiment très, très puissant. The car doesn't even have a heater. Oh, mais ta gueule! On va te faire foutre. Ils ont pas honte? Ils peuvent pas payer un hôtel à leur maîtresse? Avec tout leur argent, hein? J'adore ça. C'est vraiment là, ouais, ta gueule. Regarde les images, elles sont jolies les images.